train de réfléchir. C'est un problème de corruption. On sait très bien comment ça fonctionne avec ces grandes administrations installées depuis si longtemps, les groupes démocrates. Et ça mène à des cas de corruption, y compris la fraude électorale, parce que c'est une façon de rester au pouvoir. Mais ils ne vont pas s'en sortir si facilement. Ils ne vont pas choisir les gagnants d'élection. C'est le peuple qui choisit. Eux, évidemment, ces élites se fichent de ceux qu'ils appellent les lamentables. Ils se fichent éperdument d'eux. C'est d'ailleurs justement pourquoi le président Trump s'est présenté et représenté, pour qu'on ne puisse pas vous voler votre vote avec ces bulletins imaginaires que personne n'a pu observer. Nous allons donc continuer la procédure judiciaire. On va lancer une deuxième procédure, puis une procédure fédérale, et puis on va voir ce qu'on va faire au niveau national également. On va étudier la question ici au Wisconsin, c'est sûr, et puis peut-être une grande action juridique, judiciaire au niveau national pour montrer ce qui se passe. Mais on n'a jamais rien vu de pareil. Et ça n'est possible que quand on se croit tout permis, qu'on croit qu'on a les médias dans le creux de sa main. Eh bien non, désolé, ça ne se passera pas comme ça. On va se battre pour les Américains, pour les gens, pour leurs droits, et pour dire que le président Trump a gagné la Pennsylvanie, parce que j'ai jamais entendu parler d'une élection où vous avez 400 000 et plus voix d'avance, et d'un seul coup, plus rien. Je veux dire, la Californie, vous avez vu à quel moment on a arrêté le décompte. Donc, pour qu'un républicain gagne ici, combien est-ce qu'il faut de votes d'avance? 400 000, c'est pas suffisant, avec plus de 80% du vote dépouillé. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Eh bien écoutez, oui, en fait, les démocrates pensent que vous êtes des imbéciles. Et c'est pour ça qu'on vous appelle les lamentables, les ploucs. Non, ça n'est plus possible. On va gagner cette élection. On l'a déjà gagnée, mais il faut compter les voix, les bulletins de façon juste et équitable. Je vais demander à madame de nous expliquer un peu mieux ce qui s'est passé. Et c'est vraiment, ça, c'est vraiment lamentable. We are thrilled to have won Pennsylvania with 87% of the vote in, and we're up almost 400,000 votes. So we're thrilled. And you ask, well, why do we care? Voilà donc pour ces déclarations ce soir à la fois d'Eric Trump, le fils de Donald Trump, et de Rudy Giuliani, son avocat. Là, on est vraiment dans le cercle ultra rapproché de Donald Trump, Sonia Dridi. Oui, tout à fait. Et c'est quand même assez inquiétant ce qu'on entend parce que, vous voyez, Giuliani, l'avocat de Donald Trump, qui dit pour les démocrates, vous êtes des imbéciles, vous êtes des lamentables. Le camp Trump, donc le camp rapproché, comme vous l'avez dit, accuse les démocrates de fraude. Pour l'instant, on a observé plutôt le calme dans le pays, alors qu'ici, on le voit autour de nous, tous les magasins étaient barricadés. Mais là, ça pourrait basculer si jamais Joe Biden est finalement déclaré vainqueur. Certains partisans de Donald Trump, les plus extrêmes, pourraient protester peut-être de manière violente cette décision. Et si jamais, eh bien là, moi j'ai parlé à des manifestants qui étaient près de la Maison Blanche, plutôt des jeunes, qui m'ont dit pour l'instant qu'il était trop tôt pour protester. Ils étaient plutôt là finalement pour observer, pour être là si jamais Joe Biden est déclaré vainqueur. La grande majorité sont des démocrates, mais ils m'ont dit si jamais Donald Trump conteste les résultats, là on pourra aller manifester. Donc c'est vrai que là on est à un tournant, et encore une fois c'était un des scénarios qui était prévisible. Il faut expliquer, Gérard Arros, que l'on vient de voir, ce discours que l'on vient de voir, enfin ces explications que viennent de donner à la fois le fils de Donald Trump et son avocat. On est en Pennsylvanie, il y a 20 grands électeurs en jeu. Si Donald Trump perd la Pennsylvanie, c'est terminé. C'est terminé. Exactement, c'est terminé. Et là, nous sommes aussi dans l'archaïsme du système électoral américain. C'est-à-dire chaque État a ses propres règles, et on peut imaginer aussi que dans certains États, non pas qu'il y ait de la fraude, mais parfois c'est désorganisé. Et alors, dans le cas de la Pennsylvanie, c'est assez curieux parce que les gens peuvent voter jusqu'à 3 jours après le 3 novembre, ils peuvent encore voter. Et ensuite, la Pennsylvanie n'avait pas dépouillé les bulletins par correspondance. Donc il y avait des millions de bulletins à dépouiller, et on n'aura pas le résultat de la Pennsylvanie avant vendredi. Mais on voit de manière plus générale,
la stratégie de l'équipe Trump, ils vont tout contester. Ils vont tout contester parce que lorsqu'ils demandent un recomptage, Giuliani disait aussi, nous devons pouvoir avoir accès à chaque bulletin. C'est-à-dire qu'on risque d'être dans un système où il va falloir vérifier des millions, voire des dizaines de millions de bulletins. Le système juridique peut être très rapidement submergé par les recours. Et donc, au fond, ce qu'a toujours fait Donald Trump, c'est il agite l'eau de telle sorte que la poussière remonte et qu'on ne voit plus clair. Mais on arrive à un moment où plus personne ne comprend où on en est. Mais il y a quand même des accusations graves qui sont portées. Rudy Giuliani dit c'est la chose la plus antidémocratique que je n'ai jamais vue. On ne nous laisse pas accéder au bureau de vote pour que nos assesseurs puissent vérifier, etc. Je voudrais juste vous lire le commentaire ce soir. Évidemment, je ne le retrouverai pas là tout de suite, mais des observateurs de l'OSCE, observateurs internationaux, qui sont aux États-Unis pour vérifier si tout se passe bien. Et eux sont stupéfaits des commentaires qui viennent du camp Donald Trump, parce que eux, observateurs internationaux, ne voient pas où est la fraude. Oui, tout à fait. Alors, quand on vit aux États-Unis, on n'est pas tellement stupéfait par ces commentaires, parce que ça fait déjà des mois que Donald Trump dit qu'il y aura de la fraude, notamment avec le vote par correspondance. Pourquoi? Parce que les démocrates, typiquement, votent beaucoup plus par correspondance que les républicains. Il y a quelques jours encore, il parlait des démocrates qui allaient voler l'élection. Donc, c'est vraiment une stratégie électorale du camp républicain, parce que Donald Trump se sait à la traîne dans les sondages depuis très longtemps, même si dans les États clés, pour défendre un peu les sondeurs, les sondages étaient assez serrés, notamment en Floride et en Pennsylvanie, mais c'est totalement une stratégie du Parti républicain qui était attendue. Et on voit donc ce camp Trump qui devient de plus en plus fébrile à mesure que Joe Biden s'approche de cette barre fatidique des 270 grands électeurs. Il s'en approche, peut-être dépassera-t-il cette barre dès ce soir, peut-être le vivrons-nous ensemble sur BFM TV. Sonia Carneiro, on va vous retrouver dans le studio de BFM parce que ces dernières minutes, un résultat important est tombé, c'est celui du Wisconsin où il y avait, si je ne m'abuse, 10 grands électeurs en jeu. Oui, alors Joe Biden, il se rapproche à grands pas de la Maison-Blanche, qu'il touche désormais du bout des doigts après sa victoire, Maxime, dans le Michigan. État très attendu, remporté par le candidat démocrate avec, vous allez voir, 49,8% des votes contre 48,6% pour Donald Trump. Ce sont donc 16 grands électeurs dans la poche de Joe Biden. Il en compte désormais 264 contre 213 pour Donald Trump. On vous le rappelle, pour être élu président des États-Unis, le candidat doit comptabiliser au moins 270 grands électeurs. Faites les calculs. 6 grands électeurs et Joe Biden sera sacré 46e président des États-Unis. Alors, les dépouillements, ils sont toujours en cours dans plusieurs États. On attend par exemple ce soir les résultats. La Géorgie, elle compte 10 grands électeurs. 264 plus 10. 274. Si Joe Biden remporte ce soir la Géorgie, il sera le nouveau président des États-Unis. Mais avant l'officialisation des résultats dans le Michigan, l'équipe de campagne de Donald Trump avait saisi la justice pour suspendre le dépouillement des votes. Selon le directeur de campagne, les équipes n'ont pas eu accès à plusieurs sites pour observer le dépouillement et le comptage des bulletins, ce qui est normalement garanti par la loi du Michigan. Regardez ces déclarations. Nous avons intenté une action aujourd'hui devant le tribunal des réclamations du Michigan pour suspendre le décompte. Nous exigeons également de revoir les bulletins de vote qui ont été ouverts et comptés alors que nous n'avions pas un accès réel. Le Michigan bascule donc ce soir. Il avait été remporté par Donald Trump en 2016 avec une très courte avance à l'époque d'à peine 20 000 voix. Voilà, le Michigan qui bascule avec ses 16 grands électeurs. Il y a une chose importante qu'il va falloir observer dans les heures qui viennent, Sonia Drelli, c'est l'attitude des autres élus républicains. Est-ce qu'ils vont appuyer Donald Trump dans ses démarches judiciaires? Est-ce qu'ils vont l'accompagner? Est-ce qu'ils vont le soutenir? Ou est-ce que certains vont sortir du bois et dire non, attendez, on arrête, c'est tout, Biden est en tête? Oui, alors il y en a déjà certains, comme Chris Christie, qui est un proche de Donald Trump, qui sont déjà sortis du bois pour dire que c'était pas terrible, la stratégie de Donald Trump hier de dire qu'il avait remporté l'élection avant même que le dépouillement soit terminé. Donc lui l'a dit. Il y a aussi des proches de Donald Trump à la Maison-Blanche qui ont confié il y a peu à des journalistes américains que ça allait être très difficile maintenant pour Donald Trump de remporter cette élection. Donc en privé... Mais ça c'est du off.
Ça, c'est du off. Et on voit Donald Trump qui, même quand il sait qu'il va perdre, continue à se poser en gagnant. Et encore une fois, l'élection n'est pas pliée, mais c'est vrai que Joe Biden se rapproche vraiment de cette victoire. Et donc, aussi, il y a des républicains qui ont déjà remporté leur siège au Sénat. Donc, finalement, maintenant, ils ont moins besoin de Donald Trump, puisque c'était aussi pour ça que beaucoup le soutenaient. Donc, on va voir un petit peu cette stratégie. Je pense que ce qui est aussi important, c'est de voir que déjà, Joe Biden a vraiment réussi son pari de fédérer l'Amérique anti-Trump avec lui, derrière lui, parce que quand même la mobilisation est historique et surtout on a appris qu'il a dépassé en termes de vote populaire même les voix qu'avait récoltées Barack Obama. Donc c'est assez extraordinaire et ça montre qu'il y a eu une mobilisation démocrate très forte, notamment auprès des jeunes et des minorités qui se sont moins déplacés pour Hillary Clinton il y a 4 ans. Il y a une mobilisation démocrate, mais encore pour quelques instants, il y a match. Le match continue. Le match continue. Et du point de vue des républicains, d'ailleurs, la leçon qu'ils peuvent tirer, c'est de dire finalement le trumpisme, ça marche. Et donc être un républicain modéré, c'est pas terrible. Et donc moi je pense qu'ils peuvent, en revanche, ils peuvent soutenir Trump, parce qu'en plus ils auront peur que les électeurs ne leur pardonnent pas d'avoir trahi le grand chef dans un moment difficile. Si c'était un raz-de-marée démocrate, ils auraient tous, en effet, à mon avis, dit à Trump, on se calme. Mais là, il n'y a pas de raison. Comme vous le dites, il y a match, on est dans la marge d'erreur, et donc il faut aller jusqu'au bout, et on ne peut pas lâcher Donald Trump. Au fond, c'est ça aussi le résultat de cette élection. Donald Trump va rester une force du Parti républicain. Vous pensez bien qu'il ne va pas se taire s'il est battu. Il va rester une force du Parti républicain, il va faire la loi au sein du Parti républicain. Vous ne croyez pas ce qu'il disait encore récemment, disant qu'il partirait en vacances, qu'il partirait sur une île et qu'on l'oublierait? Oh non. Depuis l'âge de 20 ans, il fait parler de lui, il n'a jamais raté une occasion de faire parler de lui. Il sera là encore pendant un certain temps, et il va peser sur le coup des élus républicains. Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump, c'est le livre que vous venez de consacrer à Joe Biden, le candidat démocrate. Merci Sunad Reddy d'être venu ce soir en direct sur BFM TV. Il y a un autre livre que j'aurais dû citer, c'est celui de Jean-Bernard Cadier, notre correspondant ici. Livre consacré aussi à Joe Biden, une histoire américaine. Jean-Bernard, on vous retrouve pour faire un point complet sur la situation. Je le disais tout à l'heure, la barre est fixée à 270 grands électeurs et Joe Biden s'en rapproche très sérieusement ce soir. Oui, puisqu'il est à 264, il est virtuellement en train de passer la barre. Que lui manque-t-il pour passer la fameuse barre des 270? Il lui manque soit l'État du Nevada, soit l'État de l'Arizona. Ce sont deux États de l'Ouest, l'un qui avait été remporté par Hillary Clinton, l'autre qui avait été remporté par Donald Trump en 2016. Et dans ces États, on est comme dans les autres États clés de ces dernières heures, en train de compter les derniers bulletins dans les villes. Dans l'État de l'Arizona, on est en train de compter les derniers bulletins dans la ville de Phoenix. Dans le Nevada, on est en train de compter les derniers bulletins dans la ville de Las Vegas, dans la ville de Reno, dans l'ouest du pays. Et donc, on pourrait savoir prochainement s'il remporte un de ces deux États. Dans les décomptes partiels, il est en avance, Joe Biden, donc il pourrait éventuellement remporter ces deux États. Quand est-ce qu'on le saura? On le saura quand les médias américains décideront de déclarer sa victoire. Parce qu'ici, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas l'autorité indépendante nationale qui décrète qui a gagné, ce sont les médias américains qui décrètent à quel candidat a gagné. Et on verra d'ailleurs quel média américain, parce qu'il y a la concurrence. Est-ce que c'est plutôt Fox News du côté de Trump? Est-ce que c'est plutôt CNN de l'autre côté? Est-ce que ce sont les grands networks? On verra ça. En attendant, Joe Biden se comporte déjà comme un vainqueur. Son discours tout à l'heure était pratiquement un discours de vainqueur, un discours de rassemblement. Il a dit « mes chers compatriotes » devant les drapeaux. Il a cité Abraham Lincoln. Il a dit « nous sommes là pour nous rassembler, nous ne sommes pas les ennemis les uns des autres ». Il sait qu'il n'a pas gagné, il n'a pas dit qu'il avait gagné, mais sur le ton, il se comporte déjà en vainqueur. De l'autre côté, côté Trump, pas de tweet pour l'instant, dans les dernières minutes. Trump est silencieux. Pour l'instant, il fait travailler ses avocats qui sont sur le terrain, déjà dans deux États,
Michigan et Pennsylvanie. Ces avocats sont au travail pour faire arrêter les tout derniers décomptes, pour essayer d'arrêter cette machine qu'ils considèrent comme une machine infernale qui est en train de les conduire à la défaite du président sortant. Rien n'est joué, mais ils pensent que ça va mal tourner pour eux. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font des recours, ils portent des plaintes devant les tribunaux du Michigan, de la Pennsylvanie, en espérant arrêter le décompte. Dans Michigan, l'idée c'est parce que les observateurs de Trump n'ont pas eu suffisamment accès au bureau de vote, donc on verra, peut-être que c'est un motif suffisant pour arrêter. En Pennsylvanie, il dit c'est parce qu'on a changé les règlements à la dernière minute. Et c'est vrai, ils ont raison les avocats de Trump. En Pennsylvanie, on a changé les règlements à la dernière minute parce qu'il y a le Covid et parce qu'il fallait tenir compte d'une masse sans précédent de vote par correspondance. Et la Pennsylvanie a décidé en particulier que les bulletins qui arrivaient hier, le jour du vote, pouvaient être décomptés à condition qu'ils arrivent par la poste à 3 jours après l'élection. Et donc ça a beaucoup étendu la possibilité de voter par correspondance, ce que conteste Donald Trump. Et on a bien compris quelle était sa stratégie. Sa stratégie, elle est plus politique, elle est plus électorale, elle est judiciaire. Il veut passer devant les tribunaux, il veut monter jusqu'à la Cour suprême. Il a fait nommer à la Cour suprême 3 juges conservateur pendant son premier mandat, ou pendant son mandat, et il espère que ces juges voteront en sa faveur. C'est un pari risqué, très risqué, parce qu'on a déjà vu que même les juges qu'il avait élus lui-même ne le soutenaient pas toujours, quel que soit le sujet, mais Donald Trump est un joueur, en termes judiciaires, c'est même un procédurier, toute sa vie de joueur, de promoteur immobilier, il a fait des procès en appel, en cour de cassation, en cour suprême, et quand il ne gagne pas, il cherche des arrangements à l'amiable. Il ne cède jamais, Donald Trump, et ce soir, clairement, il n'a pas l'intention de céder. Il est un peu plus de 23h sur BFM TV, soyez les bienvenus, 23h en France, 17h ici à Washington, le soleil se couche, le vent est en train de se lever et l'Amérique attend le nom du vainqueur de cette élection présidentielle. Vous venez d'entendre Jean-Bernard Cadier. Joe Biden se rapproche de la barre des 270 grands électeurs dont il a besoin pour devenir le président, le nouveau et le 46e président américain. Peut-être cette barre sera-t-elle franchie dans les minutes ou les heures qui viennent. Peut-être le vivrons-nous en direct sur BFM TV. Nous sommes là avec nos invités, avec nos consultants, nos envoyés spéciaux. Regardez ces envoyés spéciaux. Nous sommes là pour vous éclairer, bien évidemment, et vous expliquer ce qui est en train de se passer. On va tout de suite rejoindre, dans un instant, pardon, on va rejoindre Thomas Misraki, qui se retrouve du côté de Trump. Vous le voyez sur cette mosaïque, nos envoyés spéciaux sont en place. On va aller voir Thomas Misraki à Washington. On ira voir aussi dans le Michigan, Quentin Bollier, Michigan, qui est en train de tomber, qui est tombé du côté de Joe Biden. Mais d'abord, on parlait de ces accusations de fraude portées par le camp Trump. Écoutez, Eric Trump, qui se trouve en Pennsylvanie, qui est l'un des États clés. Si Trump perd la Pennsylvanie, il perd l'élection présidentielle. Écoutez son fils, il est sur place et il dit clairement qu'il y a eu fraude. On a Jérémy avec nous, qui justement regarde, observe le décompte. Les scrutateurs, on ne laisse pas entrer, on l'éloigne à 150 mètres où il ne voit rien. C'est de la fraude. Chers amis, c'est de la fraude, très clairement. C'est déjà arrivé à Philadelphie. Vraiment, on se moque de cette élection. On essaye de nous piquer cette élection parce qu'ils savent que c'est la seule façon pour eux de gagner. Donc, on a nos avocats. On va lancer des poursuites. C'est dommage. Voilà pour ces accusations portées par Eric Trump. Thomas Misraki, vous êtes du côté de la Maison-Blanche, du côté du camp Trump. Thomas, on attendait éventuellement une prise de parole de Donald Trump, mais c'est donc son fils qui porte l'accusation de fraude ce soir. Et ne vous trompez pas, cette accusation est évidemment judiciaire, hein. C'est de la procédure ce qui commence, mais c'est aussi évidemment très politique. Vous avez évoqué tout à l'heure, il y a quelques instants, les mots de Rudy Giuliani, l'avocat de Donald Trump. Et il a repris les mots utilisés par Hillary Clinton, je crois que c'était au mois de septembre 2016. Elle s'en était pris aux électeurs de Donald Trump pendant cette campagne. Avant l'élection, elle les avait accusés de racistes, de sexistes, d'homophobes. Notamment, eh bien, cette phrase, elle est devenue une phrase clé pour tous les électeurs de Donald Trump qui s'en moquent et qui se traitent eux-mêmes en référence à cette phrase
comme des déplorables, hein, c'est le mot qui est utilisé, c'est à cela que faisait référence Rudy Giuliani tout à l'heure quand il s'adressait à la presse pour expliquer pourquoi ces procédures allaient commencer, pourquoi ces procédures étaient entamées. Mais le ton est donné, vous avez raison, les procédures, il y en a déjà dans 3 États, le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie, il y en aura probablement aussi, c'est ce qu'a dit le fils d'Eric Trump et ses avocats dans d'autres États. Donc le ton est donné, Donald Trump, et je vais faire du plagiat, je vais plagier Jean-Bernard Cady, il ne cède jamais et il ne cédera pas, il va aller jusqu'au bout pour essayer de remporter cette élection présidentielle, quels que soient les chiffres, quels que soient les États qu'il puisse gagner ou perdre dans les heures qui viennent, le président américain ne cédera pas, il accuse le camp en face de tricherie, pour lui il ne perd pas, il ne peut perdre que si les démocrates trichent, et c'est ce qu'ils ont commencé à faire quand il invoque ces bulletins surprises. En fait, ce sont des bulletins qui ont été envoyés par la poste, évidemment, et on sait que les démocrates ont beaucoup plus voté par voie postale que les républicains, tout simplement à cause de la crise sanitaire. Mais voilà, le ton est donné, la bataille va se poursuivre dans les heures, dans les jours qui viennent, et quel que soit le décompte des États, eh bien, il n'est pas sûr que les médias américains puissent annoncer un vainqueur jusqu'à ce que toutes ces procédures aillent jusqu'à leur fin. On verra ce qui se passe. Souvenez-vous quand même qu'il y a 20 ans, eh bien, il avait fallu attendre 36 jours pour que Al Gore, le candidat démocrate à l'époque, cède et renonce donc et accepte sa défaite lors de la présidentielle face à George Bush. Merci beaucoup Thomas Misraki. Bonsoir Patrick Chamorel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Parlez bien dans votre micro s'il vous plaît. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Stanford ici aux États-Unis. Vous diriez que le match est plié ou pas encore? Non, pas encore, même s'il y a des signes clairs que Biden est en avance et va donc probablement gagner. Mais on ne peut pas dire que le match soit plié puisqu'il va y avoir énormément de recours juridiques il y en a déjà qui sont intentés, et il y en aura d'autres évidemment dans les heures et les jours qui viennent. Donc on rentre dans une période de grande incertitude sur le plan juridique et sur le plan électoral pour les heures qui viennent. Mais au-delà de ça, il y a une grande tension dans le pays parce que, quel que soit le vainqueur, il n'apparaîtra pas légitime aux yeux du camp adverse. Et c'est ça le problème de fond. C'est le problème de fond. Gérard Haro, ça ne veut pas dire que Joe Biden attendra des jours et des semaines avant de dire, quand il aura franchi, en tout cas d'après les médias, la barre des 270 grands électeurs, si ça arrive et quand ça arrive, ça ne l'empêchera pas de dire « je suis le vainqueur ». Naturellement. Il dira « je suis le vainqueur » dès que l'État, alors on ne sait pas si ce sera le Nevada, l'Arizona, la Georgie, dès qu'il aura dépassé les 270 mandats, il dira « je suis le vainqueur ». Bon, ensuite, c'est une déclaration politique, parce que juridiquement, c'est pas ça qui va le rendre président des États-Unis. Il va y avoir des recours, et de toute façon, le président est déterminé. Alors, il y a je cite, c'est quelque chose que j'ai appris récemment, le premier lundi qui suit le deuxième mercredi du mois de décembre, ne se réunissent pas, mais votent les délégués, chacun dans leur État. Ensuite, on envoie le résultat de ces votes au Congrès à Washington, et au mois de janvier, les deux chambres se réunissent ensemble pour proclamer le président. Donc c'est tout un processus qui est lancé. La seule chose qu'il faut absolument faire, c'est le 20 janvier, il y a un nouveau président des États-Unis. Donc nous avons, d'une certaine manière, jusqu'au 20 janvier, à voir ces recours. Et l'inquiétude que j'ai, que j'ai déjà exprimée, c'est que le système juridique américain soit un peu submergé par les recours. Parce que si l'administration, si les Trumpistes mettent en cause tous les bulletins par correspondance, on est parti pour la gloire. Et finalement, la Cour suprême, si on va jusqu'à la Cour suprême, il n'y a que 9 juges, elle n'a pas les moyens. Donc ça peut être compliqué, et je crois que Trump entretiendra l'incertitude pour laisser planer sur le résultat de l'élection, comme a dit le professeur, pour laisser planer toujours assez d'incertitude qui permettra ensuite à Trump, j'en suis convaincu, de dire pendant 20 ans, je n'ai pas perdu, en réalité, on m'a volé l'élection, et donc à vous les électeurs qui m'adorez, ce qui est vrai, on vous a volé les élections.
Et là où se joue ce soir cette bataille judiciaire et cette bataille aussi politique, c'est en Pennsylvanie. Je vous le rappelle, il y a 20 grands électeurs en jeu en Pennsylvanie. Pour l'instant, Donald Trump est en tête en Pennsylvanie, mais il reste énormément de bulletins à dépouiller. Caroline Philippe, on vous retrouve en direct de Pennsylvanie. Il reste, je le disais, beaucoup de bulletins à dépouiller. Et ce que craint le camp Trump, c'est que ces bulletins soient essentiellement des bulletins Biden, parce qu'il s'agit de bulletins arrivés tard, de bulletins du vote par correspondance. Je vais y arriver. Oui, et en fait, on continue ici de dépouiller ces bulletins, Maxime, parce que le recours déposé par Donald Trump n'est pas suspensif pour l'instant. Alors, il dénonce le président des méthodes frauduleuses ici en Pennsylvanie. Il a déposé ce recours car il estime que le camp démocrate dissimule des bulletins de vote, essaye de lui voler des voix. Il exige désormais une opération transparence en Pennsylvanie. Ce matin, pourtant, le gouverneur de l'État du camp démocrate il assurait que tout était mis en œuvre ici pour assurer un décompte précis, un décompte rapide de chaque voix pour garantir ici en Pennsylvanie un scrutin sincère. Donald Trump engage pourtant le bras de fer car cet État, vous le disiez, est crucial pour remporter la Maison-Blanche. 20 grands électeurs sont en jeu ici et on sent la tension dans le comté dans lequel je me trouve à Westchester, à environ 40 km de Philadelphie. Tout à l'heure, il y avait une petite manifestation, un rassemblement d'une centaine de personnes, des démocrates, qui disaient ne pas vouloir céder à Donald Trump, ne pas vouloir céder à son chantage. Il n'a pas ce pouvoir, de suspendre le décompte. On ne le laissera pas faire, me confiait une jeune démocrate. Et cette femme était prête elle promettait carrément un soulèvement si le dépouillement était suspendu ici. Car en effet, je vous le disais, on compte encore les voix et ce peut-être jusqu'à vendredi. Et ce sont essentiellement des voix envoyées par correspondance qui sont dépouillées en ce moment parce qu'elles sont arrivées plus tardivement et ces voix sont en majorité favorables au camp démocrate, à Joe Biden, puisque en effet ses sympathisants ont préféré voter à distance par correspondance pour éviter le Covid et de se rendre dans des bureaux de vote où il pourrait y avoir de la foule. Et ces votes par correspondance, Maxime, sont 10 fois plus importants qu'en 2016. C'est à peu près 3 millions d'électeurs qui ont voté de cette manière. Et je vous rappelle qu'en 2016, dans cet État, Donald Trump avait remporté d'une toute courte distance la victoire face à Hillary Clinton avec 45 000 voix d'écart. C'était à peine 1% d'écart entre les deux. Merci beaucoup Caroline Philippe en direct de Pennsylvanie pour BFM TV. Patrick Chamorin, je voudrais que l'on commente les deux derniers tweets de Donald Trump. Eh bien oui, forcément, il fallait que ces tweets arrivent ce soir. Ils sont là. Je vais vous les résumer en donnant en clair les états dans lesquels des recours ont été déposés par le camp Trump. Vous le voyez, ce tweet, nous avons revendiqué pour le vote électoral le Commonwealth de Pennsylvanie, qui n'autorisera pas d'observateurs légaux, l'État de Géorgie, l'État de Caroline du Nord, chacun d'eux ayant une grande avance pour Trump. De plus, nous revendiquons par la présente l'État du Michigan, si en fait il y a eu un grand nombre de bulletins de vote secrètement sous-évalués, comme cela a été largement rapporté. Voilà, il conteste donc en Géorgie, il conteste en Caroline du Nord, il conteste en Pennsylvanie, évidemment, on y était à l'instant, il conteste dans le Michigan. Je vais vous poser la question importante. Sur quoi se base Donald Trump? Essentiellement sur sa notion du fait que les votes par correspondance ne sont pas acceptables, ils sont illégaux. Ce qui est absolument invraisemblable, puisque les parlements des États ont accepté ça, ont voté en faveur de ce mode d'élection. Donc il y a quelque chose d'un peu surréaliste à ça. Il n'y a pas encore de fraude qui a été identifiée, et donc on est sur des notions assez surréalistes, encore une fois. C'est peut-être la démo qu'on va répéter le plus ce soir, donc allons-y. Oui, mais je voulais revenir sur le résultat tel qu'il apparaît jusqu'à présent. Oui. En fait, bon, c'est un résultat extrêmement serré. C'était pas le scénario qui était prévu par évidemment les démocrates et par la presse, mais et surtout pas par les sondeurs évidemment. Mais c'est un scénario qui n'est pas surprenant. Depuis une vingtaine d'années, tous les résultats électoraux, que ce soit aux élections présidentielles ou
au Congrès et même dans les États, dans les parlements des États, les gouverneurs, etc., sont de plus en plus serrés. C'est-à-dire qu'on a non seulement des partis qui sont très polarisés, mais des partis également qui sont à peu près d'influence électorale équivalente. Hein. Et ça veut dire que à chaque fois, les résultats électoraux sont très difficiles à prédire, hein, et sont très instables. Donc la vie politique américaine est non seulement polarisée, c'est radicalisé, mais également devenue beaucoup plus instable. Je voulais revenir une seconde, Gérard Haro, parce que je sais que vous êtes un grand consommateur de Twitter sur le tweet dont on parlait à l'instant, le tweet de Donald Trump. Il y a une partie du tweet qui a été un peu masquée par Twitter en disant que ce qui était écrit dedans ne correspondait pas exactement à la réalité, et désormais Twitter met cette mention-là quand des tweets du président américain prennent quelques largesses avec les faits. Alors d'abord, je voudrais quand même revenir sur l'usage du tweet par Donald Trump, parce que ce qui m'a frappé depuis 2016, c'est, soyons clairs, la presse généraliste, le New York Times, le Washington Post, sont devenus quasiment des organes politiques qui font campagne contre Donald Trump. Contre lui. Et donc, la seule manière qu'il a finalement d'atteindre l'opinion publique, c'est de passer par-dessus la presse généraliste, alors soit avec la télévision conservatrice, voire d'extrême droite comme Fox News, soit en utilisant les tweets. Et donc, il doit avoir 60 millions de followers. En plus, les tweets, ça prouve que lui, il parle le même langage que l'américain. Et ça, c'est une de ses forces. Il y a une identification entre ses électeurs et lui. C'est pas un technocrate, c'est pas un intellectuel. Il parle un langage simple. Et enfin, dernier point, pour revenir à votre question, les journalistes ont compté, je crois, 20 000 mensonges. C'est-à-dire qu'il est en permanence dans la contre-vérité. Moi, j'ai assisté à des rencontres entre le président de la République et Donald Trump, où Donald Trump sortait des énormités, dont on ne savait pas d'où elles venaient, vous voyez. Donc, à mon avis, il y croit. Hein. À mon avis, il y croit, tout ça, mais c'est les contre-vérités. Et donc, dans une période de tension comme celle-là, Twitter, visiblement, s'est cru obligé d'intervenir en disant ces contre-vérités-là, elles peuvent avoir des conséquences, notamment en suscitant des troubles. Celui qui menace Donald Trump ce soir d'une certaine manière, c'est Joe Biden. Vous le voyez, il se rapproche de la barre des 270 grands électeurs. Joe Biden qui a parlé il y a 1 heure depuis Wilmington, dans Delaware, c'est son quartier général. Il ne revendique pas la victoire, vous allez voir, il y a une nuance. Non, il dit qu'il est en route vers cette victoire. Écoutez-le. One great gentleman here with us today, Jeremy. Nous avons Jérémy avec nous aujourd'hui qui justement observe les décomptes. C'est le peuple qui est au pouvoir. On ne prend pas, on ne vole pas le pouvoir. Le pouvoir vient du peuple. C'est le peuple qui déterminera qui sera le président des États-Unis, et le peuple seul. Et aujourd'hui, après une longue nuit de décompte, il est clair que nous gagnons suffisamment d'États pour atteindre 270 votes de grands électeurs nécessaires pour avoir la présidence. Je ne suis pas ici pour vous dire que nous avons gagné, mais pour vous dire que lorsqu'il y aura le décompte final, nous croyons que nous serons les vainqueurs. Voilà, Joe Biden, Cédric Fesch, on vous retrouve en direct vous aussi de Wilmington dans le Delaware. Vous suivez Joe Biden pour BFM TV. On a tous entendu la nuance. Pour l'instant, il ne revendique pas la victoire. La barre des 270 grands électeurs n'est pas dépassée. Mais il dit clairement qu'il a de bonnes chances de remporter cette élection et qu'il est en bonne position dans un certain nombre d'États décisifs que nous suivons ce soir. Oui, et les habitants de Wilmington ne s'y sont pas trompés. Je peux vous dire qu'on a senti un frisson.